Merci beaucoup, Monsieur Avignon, parce qu'effectivement, j'arrive en dernier et pourtant, je pense que parler de psychologie, ça ne vient pas en dernier. Mais par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que peut-être je suis là aussi pour avoir un regard de psychologue sur tout ce qui s'est dit dans la journée. C'est-à-dire que la psychologie... non, c'est pas une critique. Mais si vous voulez, il y a effectivement les parcours d'obésité, où il y a des histoires lourdes au début, et puis il y a la façon dont les patients sont reçus. Alors ce qu'il y a, c'est que si vous êtes ici, vous êtes tous particulièrement, vous êtes particulièrement sensibilisés, mais je vais parler pour l'ensemble des soignants, et pas forcément pour vous qui êtes là et qui êtes sensibilisés à la stigmatisation, par exemple. Donc, vous ne sentez pas visé, je parle en général. Voilà. Alors, j'avais envie de commencer par dire que l'obésité est souvent appréhendée dans ses aspects somatiques en fonction des facteurs de risque et des chiffres alarmistes de son développement. Ça ne va pas manquer avec les nouvelles évaluations, les nouveaux chiffres. On va voir dans les médias l'obésité a augmenté, c'est catastrophique, on va avoir les chiffres des États-Unis, etc., etc. Pourquoi on parle... il y a ce côté prééminent du somatique. Je pense parce qu'il y a un retard de la considération de l'obésité sur le plan psychologique. Et ce retard, il est dû à plusieurs choses. C'est-à-dire que les troubles des comportements alimentaires qui entraînent l'obésité, l'hyperphagie boulimique, est rentré dans le DSM-5, mais était dans les troubles indifférenciés avant. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup d'anorexie et de boulimie, mais très peu d'hyperphagie boulimique. Donc il y avait effectivement ce retard par rapport à ce qu'on savait des troubles du comportement alimentaire. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je crois qu'il y a une sensibilisation à la psychologie depuis qu'il y a toutes ces histoires d'abus en tout genre et MeToo. Et on se rend compte que dans les parcours d'obésité, il y a beaucoup d'histoires de trauma, il y a beaucoup d'histoires de trauma, d'abus, de violence, et on en parle beaucoup actuellement, et on chiffre, et il y a des études qui montrent que ces traumas vont générer des troubles du comportement alimentaire, et que par exemple les traumas très précoces, les traumas sexuels très précoces, vont induire plutôt une hyperphagie boulimique. Alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes obèses ont eu des traumas sexuels ou des choses très, très dures, mais je pense qu'on est dans une compréhension des traumas bien plus vaste que celle que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle les traumas cumulatifs. Et pour les personnes obèses, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces humiliations répétées depuis l'enfance, ce sont ces situations très difficiles, ce sont ces hontes qui vont se potentialiser et qui vont agir sur les personnes comme s'il s'agissait de traumas comme des abus, comme autre chose. Donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle des microtraumas. Et les microtraumas sont des situations très difficiles, répétitives, qui vont s'ajouter à toute la difficulté à être en obésité dans un pays qui n'aime pas trop les personnes obèses. Ou en situation d'obésité, excusez-moi. Il est pourtant important de comprendre la place de la psychologie dans l'accompagnement du parcours de la personne au cours de ces difficultés psychologiques, précoces ou pas. Mais c'est aussi vivre en milieu hostile, avec des conséquences qui renforcent la souffrance et les conséquences sur le poids. Les stéréotypes et les préjugés associés complexifient les prises en charge. Évoquer la prise en charge psychologique concerne également les soignants, leurs jugements inconscients qui peuvent induire une errance médicale préjudiciable aux personnes en situation d'obésité. On a eu un exemple de faux diagnostic, de diagnostic tardif, et c'est pas toujours aussi dramatique, mais ça l'est quand même. C'est-à-dire que la gravité de ces diagnostics touche énormément de personnes obèses, et surtout les personnes obèses fuient
les prises en charge médicales, et souvent ils vont à la dernière minute. Donc la gravité, c'est parce que effectivement, il vaut mieux détecter un diabète à 1,2 g qu'à 5 grammes, comme on le voit trop souvent. Les recommandations de la HAS proposent des protocoles suivant la gravité de l'obésité et définissent des cadres thérapeutiques que l'on espère opérationnels rapidement. Parce qu'il y a vraiment un fossé entre ces préconisations qui évoluent et qui évoluent de façon très positive. Merci les patients experts, merci la participation de tous qui vraiment fait évoluer ces préconisations. Mais quand on a un retour de ce qui se passe dans les cabinets, on est encore loin de l'application de ces recommandations. Il existe donc un long chemin à parcourir, tant pour les personnes concernées qui ne se sentent pas malades, que pour les soignants qui réduisent trop souvent l'obésité à une maladie, mais celle de la volonté. L'apport de la psychologie dans les mécanismes à l'origine de cette maladie n'a pas vocation strictement curative. Elle peut accompagner une meilleure connaissance de ses causes et de ses conséquences afin de sortir des échecs trop fréquents qui peuvent aggraver une situation initiale qui se chronicise. Elle peut aussi initier une prévention souhaitable. Parce qu'effectivement, depuis, on parle des prises en charge, des parcours, etc. Mais on peut imaginer ou espérer que les obésités deviennent moins graves et que ce ne soit pas toujours plus de prise en charge. Pour parler de la prise en charge de l'obésité, j'ai choisi de vous parler un petit peu du contexte. Alors le contexte, vous le connaissez, il y a un rejet, une exclusion qui va majorer les difficultés initiales parce que ce n'est pas facile d'être en situation d'obésité. Ça va provoquer, comme je vous le dis, l'errance médicale et parfois un rapport, enfin une consultation qui s'est mal passée, pas forcément de façon violente, mais il suffit d'un mot qui rappelle des humiliations antérieures et la personne qui a mis déjà tellement de temps à rassembler ses efforts pour consulter, eh bien peut-être qu'elle consultera 10 ans après. Il y a l'aggravation des troubles des conduites alimentaires, l'isolement et la désocialisation. La stigmatisation, on voit qu'elle existe dans de multiples situations. Ces effets se potentialisent et perturbent la vie des personnes concernées. On sait par exemple que la stigmatisation dans les écoles, elle commence à 3 ans. Et après, il y a la stigmatisation familiale, parce que actuellement, les deux lieux où il y a le plus de stigmatisation, ce sont les médecins et la famille. Et les médecins et la famille, ce n'est pas pour nuire, c'est parce qu'ils sont sensibilisés au côté sanitaire et ils veulent faire réagir. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que sur quelqu'un qui est en souffrance, qui a honte et qui est coupable, le secouer, ça fait tout l'inverse. Donc je pense qu'il y a, c'est pour ça que je parlais d'une façon de mettre la psychologie aussi sur la façon dont on reçoit les patients, et la façon dont les médecins comprennent ce qui se passe avec les patients est importante. Cet environnement hostile, on l'imagine, va avoir des conséquences sur la santé et la qualité de vie. Et puis ce qu'on voit, parce qu'on l'a vu toute la journée, c'est qu'en fin de compte, on essaie toujours de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes pour prendre en charge l'obésité qui augmente. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette façon de dire, bon, l'obésité, ça existe, elle s'aggrave, donc on va penser à comment faire pour prendre toutes ces obésités importantes, toutes ces obésités complexes. Et je pense qu'il y a un lieu où peut-être on peut penser en amont et on peut penser les causes de cette obésité et voir comment on peut améliorer les choses. Et pour ça, j'ai eu envie de vous faire un petit peu d'historique. Alors, un petit peu d'historique, pourquoi ? Parce que, effectivement, ces dates que j'ai mises à dessin, ça montre l'environnement depuis quand on prend en charge l'obésité et quelles ont été ces phases majeures. La première, celle que je vous ai mise en premier, 1880,
avec les compagnies d'assurance qui vont mettre en place ces facteurs de risque, ces fameux facteurs de risque, l'IMC, et c'est à partir de l'IMC que longtemps on caractérise l'obésité, qu'on prend en charge en fonction de ces facteurs de risque. Heureusement, actuellement, on s'en affranchit, on ouvre, et puis on ne reste pas strictement sur l'IMC. La deuxième date, ce qui est une date approximative, les années 50. Les années 50, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'émergence de la nutrition, de la nutrition. On passe de l'embonpoint au mal en point, et c'est le début, effectivement, des prises en charge, des régimes et tout ça. Et pourquoi je vous ai mis cette date ? Eh bien, je vous ai mis cette date parce que les patients que vous avez, eh bien, ils sont issus des parents qui ont été mis au régime à partir de cette date-là. C'est-à-dire, ça peut être les grands-parents, ça peut être les parents qui ont emmagasiné des croyances parce que la pensée évolue, les connaissances évoluent. Et par exemple, en ce qui concerne la diététique et les régimes, eh bien, les idées qu'on a eues il y a 2 générations, eh bien, souvent, elles sont inscrites. Et il y a une confusion entre ce qu'on peut dire maintenant, ce que les personnes ont appris, et on est dans une espèce de cacophonie par rapport à ces connaissances. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec l'alimentation intuitive ? On essaie de déprogrammer tout ce qui a été programmé depuis toutes ces années. Donc, effectivement, si vous voulez, c'est important aussi pour comprendre pourquoi il y a ces difficultés dans les familles. Parce que, par exemple, un enfant qui est pris en charge actuellement rentre dans sa famille avec une mère qui a été prise en charge il y a une génération. Elle ne comprend pas bien qu'on dise, par exemple, eh bien, il ne faut pas restreindre, il faut autoriser certaines choses. Et c'est difficile ce dialogue. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur les croyances, de travailler sur la famille et d'aider toutes ces pensées qui vont dans tous les sens. Et vraiment, il y a une cacophonie actuellement par rapport aux prises en charge de l'obésité, parce que non seulement il y a ce qui est issu de ces périodes-là, mais il y a aussi cette diversité de façons de penser les choses actuelles. Donc souvent, c'est assez compliqué. Et je vous ai mis une date qui me touche particulièrement, c'est 1997, parce que j'y étais. J'étais à la fac de médecine quand on a appris que l'OMS décrétait que la maladie était une obésité. Et je pense qu'on était tous et tout juste, si on ne sautait pas, qu'on avait envie de déboucher le champagne, pour les mêmes raisons que tu as données à Lina, en se disant il va y avoir de la recherche, ça y est, on sera plus considérés comme des paresseux, tout va changer. Mais on avait des espoirs fous. On avait des espoirs fous en 97. Et bon, on a un peu déchanté, mais bon, peut-être que quand je vois l'énergie actuellement, je me dis que c'est bon, vous êtes la relève. Donc 97, effectivement, on avait de grands espoirs. Et puis, moi, j'ai été responsable santé de la première association d'usagers qui était Allegro Fortissimo, et j'étais responsable santé, et on faisait énormément, enfin, on a beaucoup œuvré à ce moment-là, et on a demandé l'ouverture d'un groupe d'études sur l'obésité à l'Assemblée, dans ces dates-là, et à la suite de tout ce qu'on a pu dire, eh bien, il y a eu, dans la loi de santé publique de 2002, on a dit on ne peut pas prendre en charge l'obésité si on ne peut pas prendre en charge la stigmatisation. On ne disait pas comment on allait faire, mais c'était déjà dit, et c'était vraiment dit de façon importante. Comptez, 22 ans après, on est obligé de marteler la même chose. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ou qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Alors le Covid est passé par là, qui en a rajouté une couche, mais si vous voulez, il y a sûrement une façon de faire ou une façon de sensibiliser qu'on n'a pas eue, et c'est pour ça que c'est important de discuter les uns avec les autres pour qu'on arrive à trouver, à aider le corps médical à être moins stigmatisant, à comprendre pourquoi il ne faut pas l'être, à rendre conscient tous ces pensées inconscientes qui viennent de loin.
parce que ces pensées stigmatisantes, elles sont héritées de traditions religieuses, avec les péchés de gourmandise et tout ce qui s'ensuit, avec des valeurs morales, avec beaucoup de choses qui dépassent de beaucoup la médecine et la science. Donc je pense qu'il faut à la fois penser de façon historique, philosophique, médicale, tous ensemble, parce qu'il s'agit quand même de 18% de la population. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et j'ai mis 2009, ce qui est le début de l'éducation thérapeutique, parce que c'est vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire que depuis 2009, ça veut dire qu'il y a un vrai dialogue, ça veut dire qu'on considère que la maladie, c'est une maladie chronique et qu'il faut ces parcours, et qu'il y a une façon d'accompagner les personnes concernées, et les personnes concernées dans un dialogue. Et je pense qu'actuellement, on est sur cette lancée de 2009, de l'éducation thérapeutique et de tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. Alors, les nouvelles, je loue les nouvelles recommandations de la HAS et du travail qui a été fourni. Vraiment, je remercie toutes les personnes qui ont travaillé. Et puis, principalement, tout ce qui est fait au niveau de la stigmatisation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et je crois qu'on est vraiment dans une mouvance, il ne faut pas baisser les bras. Alors, ce qui est dit au niveau de l'enfant et de l'adolescent, et ce qui est dit au niveau de l'adulte, et quelle est la place de la psychologie dans ces problèmes de poids chez l'adolescent et chez l'adulte. Je pense que déjà, il faut que les personnes concernées sachent qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement psychothérapeutique, parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses, ou de craintes. Et je pense que le médecin, le médecin qui est à l'origine, c'est dit d'ailleurs dans les recommandations de la HAS, doit expliquer ce que peut apporter la psychologie. Mais je pense que j'en aurais dit un peu plus. C'est-à-dire effectivement dire à quel moment, comment, mais je pense qu'il faut être rassuré parce qu'il y a des idées du style la psychothérapie c'est pour les faibles, ou la psychothérapie il faut parler de papa-maman, ou il y a des images d'Épinal comme ça qu'il est important de contourner et de dire que, eh bien, en psychothérapie, on va travailler aussi pour ces émotions qui sont difficiles. On va aider, ça va être un espace de parole. Je pense aux adolescents principalement, parce que les adolescents, souvent, ils sont dans des familles où ils ne doutent pas de l'amour des parents, alors que les parents peuvent être très violents par rapport au poids, et peuvent les critiquer ou leur dire « arrête de manger » ou faire des réflexions très, très désobligeantes. Mais l'enfant comprend que c'est pour son bien. Il comprend que c'est pour son bien, donc sa souffrance n'existe pas. Et il n'y a pas de lieu pour la recueillir. Donc le parent peut être tout à fait bienveillant, mais l'enfant est en souffrance, et je pense qu'un lieu de parole, c'est important pour lui. Et il me semble que ça, c'est important à dire, et à montrer que c'est juste un endroit pour soi, un endroit où on n'aura pas peur de parler, où on n'aura pas peur de souffrir. Et voilà, donc bon, je suis un petit peu sensibilisée à ce que je défends, mais je crois qu'il y a beaucoup d'idées autour des psychothérapies et de ce que peut faire la psychothérapie. Et la psychothérapie, c'est pas forcément chercher la pathologie, c'est justement aller voir ce qui va bien et comment ça peut aller de mieux en mieux. Alors pour l'adolescence, c'est l'accueil de la souffrance. Et puis à l'adolescence, ce qui est le plus important, ça va être le corps qui est en transformation, comment il se vit dans l'apparence, comment il se vit dans la sexualité. C'est aussi une période d'instabilité de l'humeur. C'est une période où il y a des passages à l'acte, et les troubles du comportement alimentaire, c'est un passage à l'acte. Mais peut-être que je vais parler d'abord des adolescents et on verra les adultes après. Alors, effectivement, j'aurais pu aussi parler des enfants, mais ça nous mènerait très loin. Donc, on s'est contenté de parler des adolescents et des adultes.
sachant que l'adolescence, c'est une période vraiment importante dans les parcours, et c'est souvent à l'adolescence que commence le parcours d'obésité. Il a commencé dans l'enfance, mais il se manifeste à l'adolescence. J'ai repris effectivement dans la HAS la roue de l'évaluation multidimensionnelle, parce qu'elle me semble importante et qu'elle donne la place à la psychologie. Et j'ai eu envie de vous rappeler une phrase de Pierre Hermès qui me semble importante, surtout par rapport à ce qui a été dit. On dit que l'hérédité prédispose, comme on a vu tout à l'heure, l'environnement propose et la psychologie impose. Alors, à l'adolescence, le corps est en mutation. C'est une étape clé du développement qui est vraiment importante dans le parcours de prise en charge. On pourrait presque dire que c'est le début du parcours. Moi, je pense que le début du parcours, il est bien antérieur, mais de façon visible, c'est le début du parcours visible de l'obésité. Le début de la prise de poids date très souvent de l'adolescence. Alors, à l'adolescence, le jeune ou la jeune cherche son identité sociale. Il a un besoin de conformisme, donc avoir un poids différent des autres, c'est quelque chose de difficile. Et je voudrais insister sur l'histoire de l'identité sexuelle, parce que ce que je remarque chez mes patients, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la puberté précoce ou retardée. C'est-à-dire que souvent, dans les histoires de puberté précoce, le corps ne correspond pas à l'évolution. Et si vous voulez, des autres adolescents vont solliciter, et la personne n'est pas du tout prête à ces sollicitations. Donc, parfois, prendre du poids, c'est ne plus être dans la sexualité. Perdre du poids dans l'anorexie, c'est aussi refuser cette partie-là. Donc je crois que ces périodes sont vraiment à investiguer. Et puis, cette période-là, ce qui me semble le plus compliqué et le plus sensible, c'est la période collège. La période collège, c'est vraiment des souvenirs qui ressortent, même dans des parcours où les choses se sont stabilisées. Les gens vous racontent un petit peu ce qui s'est passé pendant les années collège, les critiques, le harcèlement, le mal-être, et c'est quelque chose qui est inscrit comme un traumatisme. Et effectivement, actuellement, on est quand même aussi avec tous les problèmes de réseaux sociaux, tous les problèmes de harcèlement qui peuvent être gravissimes. Et j'ai voulu insister, effectivement, je vous en ai parlé, sur l'obésité suite à un trauma. Alors, il y a effectivement ce harcèlement, ces harcèlements qui vont provoquer des psychotraumatismes qu'il va falloir investiguer. Alors, qu'il va falloir investiguer pas par des questions directes, mais par des questions quand même, parce qu'on se rend compte que de nombreux praticiens ne posent pas de questions. Ils ne vont pas dire « est-ce que vous avez été traumatisé ?» On ne va pas poser directement, mais est-ce que on parle de l'enfance? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous avez ressenti des violences ou des choses comme ça? Et c'est important à investiguer tout ça. Il y a aussi effectivement tout ce qui se passe dans les situations de travail et même dans la famille. Dans la famille, entre les frères et sœurs, moi j'entends beaucoup de choses pas très faciles entre frères et sœurs, surtout dans une fratrie où certains enfants sont minces et il y a un seul enfant qui est en situation d'obésité. Et là, c'est assez compliqué. Alors, à quel moment proposer un suivi psychothérapeutique? Eh bien, quand on constate, ou quand les parents constatent des changements d'humeur, des idées suicidaires, un changement de poids important et rapide, une souffrance. Alors, on sait que l'adolescence, c'est pas un moment facile, mais quand la souffrance est visible, elle est perceptible parce que scolairement, il y a des chutes et il y a des comportements qui sont différents, je pense qu'il faut demander de l'aide. Et les problèmes d'image du corps sont vraiment majeurs à ce moment-là.
Les troubles du comportement alimentaire, effectivement, sont à investiguer. Les traumatismes, et puis aussi voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la famille. Parce que le traumatisme, ce n'est pas seulement ce qu'on a subi soi-même, c'est ce qu'on subit et ce qu'on voit, c'est-à-dire des familles dysfonctionnelles, avec de la violence entre les couples, avec quand la personne assiste à ce genre de choses, elle peut aussi développer un certain nombre de difficultés. Alors l'adulte, c'est aussi un moment important, devenir adulte dans les parcours. Quand on parle de parcours, on parle de parcours chronologique. Eh bien, dans la chronologie, il y a l'enfance, l'adolescence, et puis à l'âge adulte, on cherche sa place dans la société. Et avec les phénomènes de stigmatisation, trouver sa place, c'est difficile dans l'emploi, c'est difficile dans les relations amoureuses, c'est difficile dans la relation effectivement avec les médecins. Il y a un certain nombre de difficultés à investiguer aussi au niveau des adultes. Alors, quelles sont les motivations à consulter ? Elles sont nombreuses. Ce que vous pouvez entendre, c'est « les femmes grosses peuvent être belles, mais pas moi »,« je ne veux plus souffrir »,« comment on peut aimer un gros »,« je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à maigrir »,« je ne me supporte pas, il faut que je maigrisse ». Tous les regards me font honte. Et puis, il y a aussi ces gens qui sont très insérés dans la société et qui, par exemple, je pense à une femme qui dit « mais je ne comprends pas, j'ai tout pour être heureuse, j'ai une bonne profession, j'ai un mari aimant, j'ai des enfants charmants, et pourtant, j'ai des compulsions. Comment c'est possible ?» Donc, effectivement, là, il y a peut-être des choses à investiguer, parce que ce sont des choses qui échappent, et il va falloir effectivement aller voir un petit peu ce qui se passe pour aider ces patients. Ce qui est difficile également, quand on a parlé de stigmatisation toute la journée, on a parlé de l'internalisation de la stigmatisation. Et l'internalisation de la stigmatisation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est s'approprier tous les préjugés et les stéréotypes négatifs et dire, effectivement, vous avez raison, je ne suis vraiment pas quelqu'un de bien, je ne vaux rien, je ne suis pas comme les autres. Et tout le désir, ça va être de se conformer, et ça va être une course incessante à essayer d'avoir un poids standard. Et ça va devenir l'unique chemin de sa vie. Alors que si on n'internalise pas ces stéréotypes et qu'on se dit c'est excessif, ça ne me ressemble pas, eh bien on va avoir ces potentialités de réaction. Alors ces potentialités de réaction, ça va dire bon, je vais me faire prendre en charge parce que c'est une maladie, je vais me faire aider. Ou, eh bien, effectivement, moi, je résiste et effectivement, je n'ai pas le poids qu'il faut, je n'ai pas la souplesse ou la rapidité que je voudrais, mais avec ce que je suis, je peux faire des choses et je vais essayer de faire des choses. Donc, cette internalisation, ça va à l'encontre des possibilités de réaction des gens. Et vous avez beaucoup de personnes en situation d'obésité qui disent « mais moi, je déteste les gens gros. Vraiment, je ne les supporte pas parce qu'ils pensent la même chose que la plupart des gens. » Donc, lutter contre la stigmatisation, c'est lutter contre les préjugés, mais les préjugés de tout le monde et des siens. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette internalisation de la stigmatisation ? La personne se sent coupable, elle a honte, elle est disqualifiée dans sa séduction, dans son intelligence, dans ses performances. Elle intériorise donc tous ces jugements négatifs et se l'approprie. Donc du coup, elle ne peut plus s'adapter. Il y a un bouquin, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est « À 10 kilos du bonheur ». Eh bien, c'est des gens qui sont toujours à 10 kilos du bonheur, quoi qu'ils fassent. Donc, si vous voulez, effectivement, lutter contre cette internalisation, lutter contre les stéréotypes et les préjugés, eh bien, ça peut faire du bien à tout le monde. Vraiment, ça peut faire du bien à tout le monde. Qu'est-ce que ça va faire, cette stigmatisation ? Ça va augmenter la vulnérabilité de la personne, ça va augmenter ou générer dépression, anxiété, faible estime de soi,
images corporelles négatives, jusqu'à actes et pensées suicidaires. Donc vous imaginez bien que ça a un impact très important dans les parcours de ces personnes. Et je vous ai détaillé ça parce que peut-être on ne se rend pas compte, si vous voulez, on croit que la stigmatisation, c'est un problème moral, que c'est pas bien. C'est pas bien de ne pas aimer les gens gros. C'est pas bien de ne pas aimer les gens différents. Mais au-delà de ça, ça crée des difficultés que vous allez rencontrer en cabinet. Ça agit sur les sensations, parce que la personne veut ignorer ce corps qui est mal aimé, donc elle va être dans une forme d'anesthésie sensorielle qui va peut-être ne pas lui permettre de voir qu'elle prend des kilos. Et vous allez vous retrouver dans un cabinet avec quelqu'un qui vous dit « j'ai pris 30 kilos et j'ai rien vu ». C'est aussi une perte des repères et surtout un dédoublement des perceptions. Pourquoi un dédoublement des perceptions ? Parce que la personne s'imagine qu'en fin de compte, elle est en transit dans son corps et qu'elle va maigrir, et quand elle va maigrir, elle va retrouver la personne mince qu'elle devrait être et qu'elle n'est plus. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui ne sent pas son corps. Alors déjà, l'obésité, ça a une certaine action, mais la stigmatisation, ça en rajoute. Donc, vous êtes avec des personnes qui ne sont pas à l'intérieur de leur corps. Alors, au niveau des pensées, des cognitions, il va y avoir des pensées dévalorisantes, des ruminations, une souffrance psychique très importante et surtout une culpabilité. Et au niveau des émotions, eh bien, on a ces dysfonctionnements émotionnels qui existaient déjà très souvent à l'origine de l'obésité. Parce que dans les origines de l'obésité, il y a ces problèmes précoces d'attachement qui vont avoir une action sur les émotions. Et la stigmatisation va en rajouter une couche. Donc c'est des gens qui sont effectivement, qui éprouvent principalement de la honte et de la culpabilité. Et comme ce sont les émotions les plus fortes, eh bien ils n'ont plus ils ne peuvent plus entendre la tristesse, la joie, parce que la culpabilité et la honte prennent toute la place. Et puis, c'est des personnes qui peuvent avoir peur des émotions aussi, et souvent, elles mangent pour éviter ces émotions. Alors là, je vais vous résumer, je vous en ai mis beaucoup, mais au niveau des traumatismes, je voulais surtout vous parler de ces traumatismes, ces micro-traumatismes cumulatifs. Et sinon, on distingue ce qu'on appelle les traumatismes en creux et les traumatismes en bosse. Les traumatismes en creux, c'est tous ceux qui sont liés aux problèmes d'attachement. Et les traumatismes en bosse, c'est tous ceux qui sont liés aux abus à tout ce que je vous ai décrit. C'est la maltraitance, l'abandon, les abus, les négligences, et vécu ou personnellement ou en spectateur. C'est ça aussi, il faut voir que ça peut être en spectateur, pas forcément parce que soi-même on l'a vécu. Alors actuellement, il y a beaucoup de travaux du docteur Muriel Salmona, qui est psychiatre, et qui travaille sur tous les traumatismes, et puis le rapport des traumatismes avec les troubles du comportement alimentaire, qui sont vraiment importants. Alors au niveau, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les traumatismes vont générer des troubles du comportement alimentaire. On dit que 80% des personnes vivent des traumatismes plus ou moins importants et que 30% mènent à des pathologies. Mais on en retrouve beaucoup dans les problèmes d'obésité. Alors, quand proposer à ce moment-là un suivi psychothérapeutique ? Quels sont les signes qui vont alerter ? C'est-à-dire que vous n'allez pas tous être psychologues, mais ce qui est important, c'est à la fois, je trouve que c'est important que les recommandations HAS fassent des fiches sur chaque profession, mais ce qui est important, c'est de connaître les limites et de pouvoir adresser et d'être alerté en se disant « tiens, ce comportement-là, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller investiguer pour aider la personne ». Donc c'est important effectivement que vous soyez sensible à ce qu'est un traumatisme, aux signes que ça peut générer pour pouvoir adresser.
qu'est-ce qu'on rencontre? On peut rencontrer un comportement irritable ou violent, un comportement autodestructeur qui inclut les addictions ou les troubles du comportement alimentaire, l'hypervigilance. Alors cette hypervigilance, on la retrouve effectivement dans ces réactions de sursaut exagérées, mais aussi dans la façon dont un patient est avec vous. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout facile d'être en consultation avec un patient qui est en train d'essayer de vous coincer au moindre mot. Parce que souvent, il y a ces attitudes-là. C'est-à-dire qu'il y a une attitude de méfiance, et puis dès qu'il y a un mot qui pourrait être banal, mais qui ne l'est pas dans un parcours d'obésité, eh bien, le patient va se sentir insulté. Il va se sentir pointé du doigt, stigmatisé, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, les troubles de la concentration, les troubles du sommeil, oui, les troubles du sommeil, c'est important. Le vécu de détresse, les difficultés à ressentir certaines émotions, comme la tendresse, le désir sexuel, et toutes ces situations d'évitement où la personne va éviter, par exemple, des lieux parce que ça lui rappelle des traumatismes qu'elle a eus, qui va éviter une couleur parce que c'était la couleur de la pièce où elle était quand il y a eu ce traumatisme. Enfin, tous ces évitements qui rétrécissent un petit peu le champ de vie de la personne peuvent alerter. On a beaucoup parlé aussi aujourd'hui de l'alliance thérapeutique. Pour moi, c'est le premier médicament. L'alliance thérapeutique, c'est le premier médicament. Je discutais, par exemple, au niveau des spécialités par rapport au traumatisme, il y a le MDR, et on présente le MDR comme quelque chose de magique. Eh bien, le MDR, ce n'est pas magique si on n'a pas installé en priorité une relation de sécurité. Vraiment, l'alliance thérapeutique dans les problèmes d'obésité, c'est installer la sécurité. Et la sécurité, ça ne veut pas dire prendre par la main, ça ne veut pas dire taper l'épaule, ça veut dire avoir une réaction bien adaptée par rapport à la situation. C'est-à-dire ne pas être trop paternaliste, ne pas être violent, être à la bonne distance. Le praticien est en face d'une maladie, donc il va parler de cette maladie, sans infantiliser la personne, dans un dialogue. C'est vraiment une coopération entre le praticien et le patient. Vraiment, la nature de l'alliance thérapeutique, c'est le premier traitement, vraiment. Et puis, dans un cas de traumatisme, l'important, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des troubles sans essayer de chercher l'histoire, parce que dans les problèmes de traumatisme, il y a des souvenirs. Peut-être que la personne n'est pas du tout au courant encore de ce qui a pu se passer. Donc, c'est simplement repérer les signes. Donc, et devenir un bon régulateur émotionnel. Je ne ferai qu'insister effectivement sur cette fameuse alliance thérapeutique où la première des choses, c'est le savoir-être, vraiment. Et depuis ce que j'ai entendu ce matin, je pense que tous les praticiens y étaient. Mais c'est vraiment ce qu'il faut dire à tout le monde, c'est vraiment le plus important. Alors, quelles sont les difficultés? Pourquoi on en est là? Pourquoi on développe de plus en plus les thérapeutiques, on développe ces parcours, on réfléchit dans ces préconisations de la HAS, et pourtant ça résiste. Et pourquoi ça résiste? Ça résiste parce que dans la relation thérapeutique, il y a un croisement de représentations qui ne vont pas dans le même sens. Il y a les représentations sociales de la maladie, il y a les représentations du patient et les représentations du thérapeute. Comment on peut trouver une communication entre tout ça? Alors, les représentations sociales, c'est que l'obésité, c'est une maladie de la volonté et des habitudes de vie délétères, l'alimentation et l'activité physique. On pense que maigrir est souhaitable et possible. On a des préjugés négatifs au niveau de la personne obèse. On pense qu'elle est sale, paresseuse, négligée, manquant de volonté et surtout qu'elle est coupable de son état.
Les disqualifications sont nombreuses au niveau de la séduction, des compétences professionnelles, de l'aptitude à se contrôler, à élever un enfant, et en plus, elles coûtent cher à la société. Quelles sont les représentations du patient? Est-ce qu'il se voit et est-ce qu'il se sent toujours en situation d'obésité? Est-ce qu'il se sent malade? Est-ce qu'il est en demande magique? Est-ce qu'il a intégré les stéréotypes et cherche à perdre du poids coûte que coûte sans pouvoir entendre les réalités de son parcours de poids? Est-ce qu'il se sent en transit dans son corps? Est-ce qu'il lutte contre ses jugements disqualifiants? Ou est-ce qu'il cherche à oublier ses mises à l'écart? Et à ce moment-là, comment? Pour oublier ces mises à l'écart, il développe des systèmes de défense qui vont l'écarter de ces problèmes et peut-être qu'il va tarder à demander de l'aide. Et en fin de compte, quand il va demander de l'aide, il va être en stade 3 et avec une obésité complexe. Et les représentations des soignants? Eh bien, les soignants, ils sont à la fois soignants et puis ils sont dans la société civile. Donc, au niveau de la société civile, ils partagent les représentations communes, les stéréotypes, et ils peuvent être stigmatisants sans s'en rendre compte de façon inconsciente. Alors qu'en tant que professionnels de santé, ils sont bien installés dans la prise en charge de l'obésité, ils ont envie d'informer sur les facteurs de risque pour préserver la personne qui est devant eux, et ils vont chercher la compliance du patient dans leurs propositions. Donc il y a effectivement, et je remercie le professeur Avignon ce matin qui me disait que l'important, ce n'est pas de ne plus être stigmatisant, mais c'est de se rendre compte que parfois on peut l'être. Il faut vraiment prendre conscience, mais on ne va pas changer toutes ces idées qui viennent de très loin. Il faut simplement, effectivement, être conscient, parce que parfois on peut laisser échapper un mot ou une réflexion qui va éloigner la personne des cabinets. Donc vraiment, c'est de la prévention pour permettre aux patients de ne pas venir consulter quand c'est déjà très tard. Et au niveau des attentes entre le praticien et le patient, alors le patient, il est conscient qu'il y a une complexité de la prise en charge, mais il a des attentes vis-à-vis du patient, il a des attentes de compliance. Il sensibilise à la gravité des facteurs de risque et il a un sentiment d'urgence à intervenir et de difficulté à motiver le patient parfois. Et le patient, eh bien, il est dans ces situations vécues comme stigmatisantes et humiliantes. Il a des attentes vis-à-vis du praticien qui sont pas les mêmes, c'est d'être reconnu, d'être entouré, de ne pas être critiqué, de ne pas avoir d'injonction. Comme ces disqualifications sont nombreuses, il a honte, il se sent coupable, et majoritairement, il a un sentiment de jugement et d'incompréhension. Donc vous voyez déjà que pour avoir un dialogue, il va falloir passer outre ces différences et pouvoir en tenir compte. Alors là j'ai voulu vous mettre quelque chose qui est très significatif de vouloir pour l'autre. C'était un échange avec une professionnelle très impliquée dans les problèmes d'obésité et qui écrit « Souvent, cette stigmatisation est faite dans une optique positive, c'est-à-dire en espérant aider les patients, même si cela peut être contre-productif, mais je préfère voir le verre à moitié plein. » Eh bien, cette idée de « je vais aider les parents en leur donnant des coups de pied dans les patients en donnant des coups de pied dans les fesses », c'est quelque chose d'assez partagé. Et j'ai voulu vous lire ma réponse parce que j'ai envie de la diffuser, cette réponse, j'ai eu envie de la partager. La stigmatisation faite dans une optique positive, c'est-à-dire en espérant aider le patient, est un comportement partagé dans le monde médical à dénoncer dans ses résultats délétères. Cela nourrit l'errance médicale des personnes qui ont le plus besoin d'aide, et pas d'une aide du style coup de pied dans les fesses pour les faire réagir, mais d'une aide pour sortir de la souffrance d'être gros ou grosse dans un pays hostile. Souffrance précoce de vie qui ont mal commencé, d'un attachement raté, souffrance des traumas trop nombreux, maltraitance, abandon, abus, événements de vie, et tout ce qui pousse à chercher une solution calmante pour vivre, tout simplement. Alors ajouter de la souffrance à la souffrance initiale pour aider, c'est un peu comme dire à une personne ayant une dépression de se secouer. Ce n'est pas digne d'un médecin et de sa vocation. La personne concernée connaît les risques liés à l'obésité, elle sait qu'elle est en excès de poids,
Mais s'il suffisait de savoir pour pouvoir, faire peur et utiliser les injonctions ne permet pas de solliciter les facultés de changement des personnes concernées. Voilà, c'est tellement l'idée. C'est tellement l'idée. Et puis, c'est l'idée, si vous voulez, les médecins, vous êtes des leaders d'opinion. Et quand vous êtes là-dedans, eh bien, les gens qui sont autour et qui ne sont pas des professionnels font de même. Ils ont l'impression que pointer du doigt quelqu'un en disant bah, « tu devrais faire attention, mais tu es sûr que ce dessert, tu devrais le manger », ils ont l'impression d'être de bons citoyens qui font œuvre de santé publique. Donc, je crois qu'en tant que leader d'opinion, il y a des choses à transformer, il y a des choses à dire autrement. Alors, quels sont les éléments importants de la prise en charge ? L'accueil qui permet de créer du lien et un espace de sécurité. C'est agréable de sentir des structures qui cherchent à aider et à mettre les patients dans des situations non humiliantes. Il faut un climat bienveillant, lutter contre l'errance médicale. Alors, effectivement, le médecin n'est pas un saint, il peut être fatigué, il peut être agacé, parce que ce n'est pas parce qu'on est en situation d'obésité qu'on est agréable ou qu'on peut... je pense qu'il n'y a pas à être différent de ce qu'on est, mais être conscient de ce qu'on est. Il faut... Alors, effectivement, pourquoi je prêche pour ma paroisse ? Parce que dans les parcours d'obésité, il y a besoin de temps. Et le temps, je pense que le temps des psychothérapies est propice à ce qu'il y ait un dialogue qui puisse prendre une prise en charge de la souffrance. Et il est important de requalifier la personne qui ne se réduit pas à son obésité. Et au lieu de parler des facteurs de risque, parler plutôt des fragilités à accompagner. Effectivement, une personne en situation d'obésité, elle a des facteurs de risque, mais ces facteurs de risque sont des fragilités. Et parler de ces fragilités. S'accorder sur les mots du poids. Merci du travail qui a été fait par la HAS. Il y a quand même un gros travail de conscientisation des mots, de la stigmatisation, des parcours. Je dis des choses négatives, mais je pense qu'on est en bonne voie. Donner des conseils individualisés, adaptés, réalistes, et sensibiliser les soignants à la nature de cette alliance. Et la nature de cette alliance, ce n'est pas de faire peur ou de donner des injonctions, parce que ça, c'est vraiment contre-productif. Au contraire, je pense qu'il faut valoriser l'autonomie du patient dans un rapport collaboratif de réciprocité. Eh bien, effectivement, l'autonomie, elle s'acquiert par la réciprocité, pas par les injonctions, pas par l'infantilisation. Et c'est ajuster cette relation pour qu'elle soit à juste distance et que ce soit un dialogue. Alors, quelles sont les difficultés, principales difficultés rencontrées ? On en a parlé toute la journée, c'est la stigmatisation médicale qui éloigne des prises en charge. Et surtout, on n'en a pas parlé beaucoup, c'est des échecs des traitements. Parce que, effectivement, par exemple, la chirurgie évolue, mais on n'est pas sans savoir qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait 38 à 40% d'échecs ou de complications, et souvent ces échecs ou ces complications, elles sont dues à des problèmes psychologiques qui n'ont pas été traités avant. Et là, dans les nouvelles recommandations de la HAS, il est prôné de faire une visite 1 an après la fin de l'amaigrissement. Bien, je pense qu'il faudrait faire 1 an et 2 ans, parce que j'ai vu des grosses dépressions 2 ans après. Donc, ça me semble important d'investiguer l'après et surtout ces préparations. Alors, dans ces préparations, c'est pareil. Il faut... parfois, on pose toutes les questions, on fait les préparations, mais les gens ont tellement envie de cette intervention qu'ils n'entendent pas. Et moi, j'ai vu des patients que j'avais vus pourtant plusieurs fois, à la veille de l'opération, qui me téléphonent affolés en me disant « Mais si j'ai envie de manger, qu'est-ce que je vais faire ?» Ou alors qui téléphonaient en disant «
j'ouvre mon frigidaire et je peux rien manger, et qui se mettent à pleurer, C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut avoir fait une bonne préparation psychologique avant, et bien il faut recommencer après, au moment où il y a de la souffrance, au moment où les gens ne se doutaient pas de ce qui allait arriver. Donc je crois que dans tous ces parcours, je pense que, et pour les médicaments, ça va être pour moi un peu comme ça. Parce que perdre 20 kilos quand les problèmes psychologiques ne sont pas résolus, eh bien, ça peut effectivement générer un déplacement d'une addiction, ça peut générer des dépressions. Donc, je crois qu'il ne faut pas zapper cet environnement psychologique pour certains patients que l'on sent fragiles et qui vont perdre beaucoup de poids, vraiment. Pour conclure, j'ai envie de conclure sur la place essentielle de chaque maillon dans les prises en charge. Et ces maillons, ce n'est pas forcément les maillons qui sont décrits. Parfois, il y a une alliance thérapeutique qui se fait avec un coach, qui se fait avec des personnes qu'on ne juge pas qualifiées pour faire les choses, mais il s'est passé quelque chose de positif et la personne va avoir confiance et ça va être positif pour elle. Donc c'est vraiment, chaque maillon est important de la chaîne. Mais je crois que vraiment l'aspect psychologique doit être pris en compte. Et peut-être qu'on oublie un petit peu qu'avec un environnement psychologique, on pourrait aller encore plus loin, ou on pourrait encore aider davantage à calmer la souffrance. Parce qu'il y a la période où la personne va maigrir, où de toute façon elle va être heureuse, mais à un moment il n'y a plus de carottes. Et quand il n'y a plus de carottes, parfois ça devient difficile. C'est ce qui se passe pour la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire que pendant la lune de miel, en général, il n'y a pas de problème psychologique. Les problèmes psychologiques, ils arrivent à distance. Parce que la prise de poids, l'obésité, elle servait à quelque chose. Et si on n'a pas essayé d'investiguer à quoi elle servait, eh bien, on peut avoir des complications, des récidives, des dépressions graves, voire des tentatives de suicide. Donc vraiment, ça, il faut être sensibilisé, il faut en être conscient. Alors évidemment, il s'agit de co-construire un parcours individuellement, partager les connaissances de tous les soignants et éviter vraiment tout ce qui est errance médicale parce que ça rend le parcours grave et c'est plus difficile, on l'a vu, c'est plus difficile de prendre en charge des obésités complexes que quand on arrive à les stabiliser. Alors, la place du médecin généraliste est importante, mais je pense que le médecin généraliste, il doit aussi être sensibilisé à ces questions psychologiques. Dans un parcours de maladie chronique, il ne s'agit pas de guérir, mais d'éviter ou de retarder l'aggravation de la situation en surveillant les fragilités spécifiques. Et je parlerai encore de façon très positive de toute l'ETP et de tout ce qui peut aider les patients. Et actuellement, en ETP, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être aidantes pour les patients. En revenant justement à l'autostigmatisation, tout ce qui est autocompassion peut être vraiment très aidant pour l'autostigmatisation. Voilà, je voulais vous en dire beaucoup plus, mais peut-être que vous avez des questions. La place pour une ou deux questions. Bonjour, je voulais vous remercier pour votre intervention de qualité. Je suis psychologue et très heureuse d'entendre votre discours ici. Mon activité libérale fait que j'ai une grande place pour les patients du coup, qui ont des troubles du comportement alimentaire, et tout ce que vous avez dit résume mon activité en libéral. Et je dirais même plus, je dirais que l'obésité est une maladie, mais c'est un symptôme, et chaque symptôme a un sens. Donc si la personne est atteinte d'obésité, c'est qu'il y a un sens. Et très souvent, les problématiques qu'on voit autour de harcèlement, de traumatisme, d'isolement, de rejet, de solitude, d'ennui, de problématiques de gestion des émotions, etc. Je dis que souvent que c'est tout ce qui entoure le cœur. C'est un peu comme un artichaut. On va essayer d'enlever toutes les épluchures, de les décortiquer, de les démêler, de tirer des fils
avant de s'attaquer au cœur, qui est le trouble du comportement alimentaire. Et ça va bien en amont d'une intervention chirurgicale ou de traitement médicamenteux. Et en ce qui concerne justement les traitements médicamenteux par rapport aux interventions de ce matin, pour moi, il est indispensable qu'il y ait un encadrement et d'ordre psychologique, très clairement. Merci beaucoup. On est d'accord. Bonjour. Merci pour votre intervention et je suis également vraiment d'accord avec ce que vous venez de dire. Et j'ai quand même une question à poser, enfin un élément qui je pense n'a pas été abordé, c'est que alors, j'ai suivi un parcours de soins avec un anneau gastrique il y a quelques années, donc j'ai vu ce que c'était que le côté interne des parcours. Et autant quand on est en protocole de chirurgie, on va avoir donc une aide psychologique qui est proposée dans le parcours de soins, autant quand on en est sorti, si on n'est pas en chirurgie, on ne l'a pas. Et la question, c'est comment on fait quand on n'a pas les moyens? Parce qu'un psychologue, un psychothérapeute, ce n'est pas remboursé par la Sécu. Il n'y a que les psychiatres qui le sont. Et justement, vous proposez des outils où on peut réintégrer un parcours de soins, retrouver quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et l'argent, ça peut être un gros frein, justement, à récupérer des gens qui sont en errance médicale. Comment on fait quand c'est comme ça? Alors, effectivement, c'est un peu... Ce que vous dites, c'est un peu triste parce que j'aimerais que ce soit autrement. Mais je pense déjà se rapprocher de groupes, d'éducation thérapeutique, d'associations. Il y a des associations qui sont très aidantes et qui peuvent... ça ne sera pas une psychothérapie, mais au moins vous ne vous sentirez pas isolé. Et puis le fait d'avoir des groupes avec d'autres personnes, ça peut beaucoup vous aider. Alors effectivement, le problème qu'il y a dans les obésités massives, on a l'impression que le choix, c'est la chirurgie de l'obésité et que la médecine de l'obésité, c'est un parent pauvre. Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de choses en place. Et encore, ça a beaucoup changé parce que avant, pour la chirurgie de l'obésité, il y avait une visite. Maintenant, il y a dans les centres, il y a toutes ces mises en place d'éducation thérapeutique et je vois que c'est aidant. Et puis, dans les nouvelles recommandations, eh bien, on est beaucoup plus regardant parce qu'au début, les contre-indications pour la chirurgie bariatrique, il n'y en avait pas beaucoup. Alors que maintenant, on a développé, en fin de compte, on a un petit peu réfléchi. Donc, je n'ai pas de solution pour vous dire où aller vous faire suivre en psychothérapie. Je pense que dans les CMP, mais dans les CMP, est-ce que les gens sont sensibilisés moi, je pense que dans les associations, dans les groupes de parole, dans toutes ces choses-là, vous pouvez peut-être être aidé déjà de ne pas vous sentir isolé. Bonjour. Oui. Bonjour Madame Benkemoun. Suite à une formation que j'avais faite avec l'association dont vous êtes présidente, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, on vous avait fait venir sur notre petit territoire du bassin alésien pour sensibiliser les professionnels, les soignants à la stigmatisation et à la grossophobie. Et vous aviez dit quelque chose à l'époque qui m'avait beaucoup marqué. Donc sans vouloir faire de petits rappels à l'actualité, vous nous aviez dit comme ça que la grossophobie était une des discriminations les plus puissantes, que face au racisme, les personnes qui subissaient le racisme pouvaient toujours trouver du soutien auprès de leur communauté, auprès de leur famille, auprès de leurs amis, que les personnes homosexuelles, face à l'homophobie, pouvaient être rejetées de leur famille, mais qu'elles trouvaient du refuge dans leur communauté ou auprès de leurs amis aussi, la communauté homosexuelle, trans, voilà. Mais que les personnes en situation d'obésité, elles étaient discriminées non seulement par l'entourage dans lequel elles vivaient, mais aussi par leur famille, et qu'il n'y avait pas de communauté de personnes. Si, il y en a. Enfin, en tout cas, pas comme on peut l'entendre sur d'autres. Alors, voilà, et ça m'avait beaucoup marqué, et c'était quelque chose qui, je crois, qui avait été repris avec les professionnels à l'époque. On en avait beaucoup discuté. Alors merci de dire ça, parce que ce qu'il y a de particulier alors la communauté des personnes en obésité, ça fait bizarre, je ne pense pas que c'est une communauté, mais au sein de groupes, parce que j'ai appartenu à un groupe, à la première association d'usagers,
il y a eu un clivage à partir de la chirurgie. C'est-à-dire que les gens qui étaient en parcours de chirurgie se sentaient incompris par les autres et avaient l'impression qu'on les critiquait. C'est très, très difficile de faire comprendre qu'on peut avoir des parcours différents ou des envies différentes. Et c'était très difficile pour les uns et les autres de trouver leur place. Les gens qui avaient recours à la chirurgie se sentaient discriminés. Ceux qui n'avaient pas recours à la chirurgie se sentaient aussi regardés comme faibles et sans volonté. Ça, c'est tout le poids de l'autostigmatisation. C'était très compliqué. Mais il y a quand même à l'heure actuelle des associations, mais des associations qui sont plus en lien avec les médecins, je crois. D'après ce que je vois, c'est plus des associations qui sont en lien, non ? Il y a des avocats qui aident les personnes qui ont eu des discriminations sur le surpoids, et la Ligue l'écoute et qui peut aussi amener une aide. Donc on peut aider les personnes qui sont discriminées au niveau... Oui, mais là, c'est une aide juridique, mais une aide psychologique, c'est différent. Aussi. Ah, pardon. Eh bien, mettez-vous en contact. Mettez-vous en contact. Oui. Alina Constantin, patiente partenaire. Alors, j'ai été en psychothérapie à un moment donné avec Gérard Osterman. Peut-être que tu le connais, Sylvie. C'est une pointure. Et il m'a dit à un moment donné, Alina, le travail que vous faites est un travail d'orfèvrerie. Et toutes les difficultés que vous vivez de l'extérieur et de l'intérieur sont comme des coups de massue qui vont détruire votre bijou. Et en fait, c'est un peu comme ça. Je me suis emparée de cette métaphore, en fait, au fil du temps, et je me suis dit, en fait, oui, je suis quelqu'un qui est en train de construire quelque chose de toute pièce, et c'est moi qui le fais. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, j'entends le mot prise en charge. C'est, comme vous disiez, professeur Avignon, en fait, on n'est pas des patients, on est des personnes, et en fait, c'est nous qui sommes au centre du soin. Et c'est, si j'ai un message à transmettre à la fois aux patients qui sont ici et à la fois aux professionnels de santé, aider les personnes à s'emparer de ça, de leur rôle d'acteur principal, de leur prise en soin. Dans l'alliance thérapeutique. Dans l'alliance thérapeutique. C'est à eux de s'auto-affirmer de manière bienveillante et d'arriver, de construire de toutes pièces de manière différente des autres. On est tous différents des autres. On est unique dans notre façon d'être. C'est pas une obésité, c'est des obésités. C'est pas une réponse thérapeutique, c'est plusieurs réponses thérapeutiques. C'est pas une forme ou une autre chirurgie ou traitement. On a des combinaisons, en fait. Et surtout, voilà, le suivi psychologique est extrêmement important, pas seulement pour se soigner et pour soigner des difficultés, mais surtout pour l'autodéveloppement. Parce qu'en fait, on se développe, on évolue. C'est positif, en fait, ce qu'on fait. On vit, on s'accorde, on s'autorise à vivre, on s'autorise à exister, et donc, on se construit petit à petit comme un orfèvre. Complètement. Il restait Bonjour. une question. Ce n'est pas une question, c'est une précision. Juste pour informer que depuis le 15 juin, les séances de psychologue sont remboursées à hauteur de 12 séances par an, sans ordonnance du médecin. Et voilà. Donc je pense que de plus en plus de psychologues vont aussi s'affilier à ce dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy maintenant. Est-ce que c'est le soutien psy qui est... C'est national. Oui, mais est-ce que c'est celui qui... Non, il a évolué. Ça s'appelait dispositif Mon Psy. Maintenant, ça... Oui, mais au niveau du paiement, parce que c'était ridicule. Tout a été revalorisé à hauteur des attentes des psychologues. Donc, d'accord, voilà. parce que ça, je suis pas au courant. Faut s'attendre à ce que, oui, contrairement au lancement, beaucoup de psychologues s'affilient. Donc, ce sera... Oui, on va aller vers du mieux. C'était vraiment des sommes dérisoires. C'était hier. D'accord, ben merci. Pardon, il me semble que c'est 30 € par séance. C'est pas toute la séance. Le nombre de séances a augmenté. C'était un bilan plus 7 séances de psychothérapie sur un an. Et maintenant, c'est jusqu'à 12 séances prises en charge sur 30 €. Donc, en fonction des honoraires du psychologue. Je vous propose
Je vous propose qu'on conclue là, vous irez voir sur les sites. Je voudrais quand même dire un petit mot de conclusion sur psychologique, parce que vous avez vu, j'ai un regard quand même sur les médecins que je suis, qui est critique, mais y compris sur ma position. Après, on n'est pas les seuls, mais devenir médecin, c'est quand même assez difficile, et il y a beaucoup de choses à emmagasiner. Et donc, on peut reprocher aux médecins qu'on n'a pas de formation sur finalement l'approche psychologique et surtout ce côté-là. Et c'est vrai, et il faudrait encore rajouter ça. C'est indispensable, je suis d'accord, mais quand même, il y a beaucoup de choses. Et puis, je voudrais dire que nous sommes des êtres humains, que nous avons nos propres souffrances, et que parfois c'est difficile de recevoir la souffrance de l'autre, ce qui nous donne forcément des mécanismes de défense. Donc non seulement il faudrait une formation, mais je crois que la vie nous sculpte un petit peu au cours des années, et que c'est quand même aussi l'expérience qu'il faut. Mais ces échanges sont extrêmement enrichissants, et je suis content de voir qu'il y a des internes, donc des jeunes personnes en formation, pour entendre ces échanges. Et puis, cette pathologie de l'obésité est quand même tout à fait spécifique, je crois. Moi, parmi toutes les pathologies que je prends, c'est quand même celle où il y a le plus besoin de se poser en face de la personne et de la laisser s'exprimer, d'exprimer qui elle est. Donc voilà, merci à Sylvie Benkabout d'avoir conclu la journée. Voilà, applaudis.